Bonjour à tous et bienvenue sur Dancers District. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Julien Cogordon, le champion de France Salsa 2013-2014, pour une petite interview dans son école Salsa Nueva. Bonjour Julien. Coucou Cyril. Ça va? Muy bien. Muy bien, très bien. Alors du coup, merci de nous accueillir à Salsa Nueva pour nous parler un peu de toi. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, je vais te présenter, mais si tu permets, je vais enlever ma veste parce que là, je me sens pas en confort. Quelqu'un qui est chez lui, il doit mettre mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Voilà. Alors, ok, donc tu veux que je me présente? C'est Facile. Alors, mon groupe sanguin, je ne me rappelle pas. Tu veux pas mon numéro de carte vitale? Non, ça ira. Non, d'accord. Alors moi, c'est 37 ans, je m'appelle Julien Cogordon. J'ai fondé une école de danse là dont je suis directeur maintenant, qui s'appelle Salsa Nueva, et puis ça fait à peu près 15 ans que je suis dans ce milieu-là et que je fais des soirées, des shows, plein de trucs, tout ce qui gravite autour du milieu de la danse de couple essentiellement. D'accord. De couple, latine, pas latine, autre chose? En fait, oui, plutôt les danses latines, c'est-à-dire salsa, bachata et kizomba. Plutôt en tant que danseur, je me suis focalisé sur la salsa. J'ai gagné les championnats de France de salsa en 2013, en 2014. Je me suis beaucoup développé aussi autour de la bachata parce que c'est une danse que j'aime beaucoup. Et la kizomba, c'est moins ma came à titre personnel, mais par contre, on en propose également dans l'école. D'accord. Très Voilà. bien, vous faites un peu de tout. Ouais. Très bien. Tu t'occupes juste de la danse, t'as pas une activité professionnelle à côté en dehors de la danse? Ah non, si tu veux, c'est quelque chose de très chronophage. J'ai géré l'école et danser à titre personnel. Non, rien que ça me suffit Rien que ça, largement. Ouais. Non, je me doute que ça doit prendre du temps. Mm. Merci de prendre le temps de nous accueillir en tout cas. Si, ça, je peux. Donc du coup, tu gères l'école de danse, tu as fait des compétitions. Est-ce que tu Ouais. peux juste nous raconter un peu comment tu es tombé dans la danse? Comment je suis tombé dans la danse? En fait, j'étais dans l'escalier, déjà, c'est quand j'étais tout jeune. Et à un moment donné, mon père s'est mis à mettre une musique rock and roll. Mon père était fan de jazz, en fait. Et lui, il met du rock. Je me rappelle, c'était 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. un truc qui pulse. Alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu has-been, mais il met ça. Il me dit, qu'est-ce qu'il va bien faire? Il attrape ma mère, ma mère, personne suspectait qu'elle savait aligner deux pas sans qu'ils s'entrechoquent. Et en fait, il a fait danser. Et moi, j'ai été bluffé par cette chose-là. Parce que, si tu veux, tu sais, c'est un peu l'esprit du débutant. Il ne comprend pas, en fait, comment le mouvement il démarre, comment la fille comprend qu'elle doit faire un truc, à quel moment il démarre sur la musique. Tu vois, toutes ces choses-là me paraissaient magiques. Ouais. J'avais l'impression qu'il y avait une harmonie qui se créait et ça, j'ai trouvé ça génial. Donc je me suis tout dit, tiens, tôt ou tard, il faudra que je fasse ça. C'était pas l'âge pour le faire, mais ensuite, dans mes études, j'ai cherché un petit peu à gratter des petits cours de rock. Et moi, j'ai commencé donc par le rock'n'roll. D'accord. Si Tu as c'est- commencé par le rock, tu as fait Ouais. des études dans la danse aussi? Alors, pas tout de suite. Je finissais mes études, tu vois, scolaires. Je faisais une école d'ingénieur à l'époque. Et puis, j'étais pas du tout branché soirée où les gens picolent, tu vois. Les étudiants, ils aiment bien ça. Moi, j'avais envie de faire un peu autre chose. Et donc, j'avais essayé les cours de danse dans des clubs. Et puis, ça aussi, en fait, c'était à Grenoble, hein, j'étais étudiant là-bas. Il y avait un club qui s'appelait le No Name. Et j'étais allé le mercredi soir. Et alors, j'étais tombé, pareil, là encore, j'ai eu un flash, tu vois, souvent ça marche comme ça. Il y a quelqu'un qui t'inspire. J'ai vu un gars danser super bien le rock'n'roll. Et voilà, il y avait tout un environnement qui donnait vachement envie. Moi, je savais rien faire. Et donc, c'est parti d'une frustration. Souvent, ça part de là, hein, d'ailleurs. Tu as une frustration une frustration qui est mêlée avec une envie, en fait, de bien faire. Mais sur le moment, tu es quand même bien frustré. Ouais. Hein. Donc, j'ai vu tout ça et ça m'a donné envie de m'y mettre progressivement. Donc ça, c'est pour le rock. Ça, c'était pour le point de départ. C'était Le ça. point de départ pour le rock. Et du Ouais. coup, comment ça t'est venu après les danses latines en couple? Danse latine, en fait, c'est ça. C'est un jour, j'ai eu l'occasion de raccrocher les wagons d'un cours de bachata, de salsa cubaine, salsa cubaine à l'époque. Et j'y suis allé sans trop de conviction. Et puis, on m'a emmené dans la soirée salsa cubaine. Et là, j'ai vu tout un environnement différent. C'est-à-dire que en rock, moi, j'avais 18-20 ans, je sais plus trop. Et je dansais qu'avec des femmes de 45 ans. Ça me gênait pas plus que ça.
Mais quand j'ai vu que c'était possible de faire différemment, qu'il y avait des filles avec des talons, avec des jeans taille basse, serrés, machin, des fois le nombril à l'air, franchement, qui serait insensible? Moi, quand même, ça m'a donné envie. Je dis, attends, la salsa, c'est cool. Voilà, ça, c'était, tu vois, ça m'a mis un pied dedans. Et après, j'ai eu la chance, je suis arrivé à Paris. Et à Paris, si tu veux, je suis tombé de très, très, très haut. Je me rappelle, j'étais allé, il n'y a que les anciens qui le reconnaîtront, j'étais allé à un club qui s'appelle Les Étoiles. Les Étoiles, c'était, tu sais, c'est dans la ligne 4, près de Château d'Eau. Il y avait une super soirée là-bas, c'était les jeudis, vendredis, samedi soir. Il y avait les meilleurs danseurs de salsa de Paris, c'était l'époque où la salsa battait son plein. Et il y avait vraiment une flopée de très bons danseurs, quoi. Ça tournait dans tous les sens, il y avait du styling de tous les côtés, c'était la Porto. À Paris, on parlait de salsa un peu partout. À la radio, 99% de la musique, c'était de la salsa. Tu vois, il n'y avait pas encore cette dynamique, cette mouvance salsa, bachata, kizomba. Et là, je me suis dit, ok, c'est plus qu'une question de temps. À un moment donné, je vais m'y mettre à bloc. Ok, très Voilà. bien. Et donc, du coup, tu t'es mis à la salsa. Tu as commencé par la cubaine et tu as suivi par la Porto. Ouais, après, c'était l'amour pour la Porto. L'amour pour la Porto. On one, on two. Alors, ouais, j'ai commencé on one, effectivement, mais plus parce que je faisais du rock et puis je faisais de la cubaine. Donc, pour moi, je faisais vite un peu un style en ligne que j'apparentais à de la Porto, mais rapidement, je suis parti sur le on two. On two. Ouais, C'est ce que tu préfères aujourd'hui? C'est ce que je préfère aujourd'hui. Disons que je dis pas que c'est mieux ou moins bien, sinon ça va déchaîner les gens. Non, l'idée c'est que si tu veux, c'est toujours pareil. Tu commences un style et puis après tu te confrontes à des danseuses qui dansent pas ce que tu fais. Et tu te rends compte que ça te génère pareil, encore une frustration. Tu te dis, tiens, encore quelqu'un avec qui je peux pas danser. Et puis quand même, le on-two apporte quelque chose quelque chose de particulier, si tu veux. Il t'oblige à avoir une conscience musicale et, je dirais, à fortiori, une conscience rythmique plus subtile, plus fine, plus approfondie que le on-one. Voilà. Bah déjà, il faut trouver le 1 et puis après partir sur le 2. Bah, disons que ouais, le 2 il est après le 1, donc finalement on y arrive. Ouais, mais après il faut les enchaîner. Alors sur un pas de basse, ça passe. Ouais. Quand on enchaîne les tours, moi je sais qu'après je suis perdue. Ouais, en fait, si tu veux, le principe du 2, bah, je pense que c'est pas, on va pas que parler de ça, mais disons qu'en synthèse, le 2, ce qui est intéressant dans le 2, c'est que ça souligne vraiment les congas et la clavée, donc la structure rythmique, et boum, c'est ça que si vous voulez qu'un danseur on-two, ouais, voilà. Il est plus en lien, on va dire, avec la structure rythmique, pour pas tu vas frustrer les danseurs en one qui eux sont plus en lien quelque part avec la mélodie, des fois avec le chanteur qui marque plus le 1 et le 5 de la phrase musicale. Tu vois. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. Galère. Donc du coup, tu nous as dit, tu gères une école de danse. Ouais. Est-ce que tu peux la présenter rapidement? Bien sûr. En fait, si tu veux, cette école, je l'ai créée parce que je voulais que ce soit un moyen de permettre aux gens de se rencontrer grâce à la danse, ou plutôt de tous ces gens qui veulent danser mais qui ne savent pas, qui se disent que c'est pas possible. Ben voilà, la danse de couple, parce que moi à la base j'ai pas grandi en faisant le conservatoire de danse, hein, est accessible à tous ces gens-là. Donc du coup, on voulait vraiment permettre, quand on s'est lancé avec ma première partenaire pour monter cette école, démystifier les danses latino au grand public, c'est-à-dire à l'Occident, aux Européens, aux Français que nous sommes, grosso modo, qui sont peut-être moins intuitifs pour l'apprentissage de la salsa, ou voilà, à l'époque c'était beaucoup la salsa, tu vois. Ouais. Donc en gros, c'est une école spécialisée en salsa, bachata et kizomba aujourd'hui, qui compte environ une vingtaine de professeurs, une trentaine d'heures de cours par semaine, avec à peu près 60 soirées par an, parce que, dont la soirée hebdomadaire dont il est question, une soirée mensuelle aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, écoute, des heures et des heures de transpiration dans cette salle-là, à peu près 400-500 élèves par an, et puis beaucoup de bonne humeur, quoi, hein, partagée. Oui, j'allais dire, beaucoup de Ouais, bons moments. convivialité. Ouais. Ok, très bien. Et donc du coup, tu nous as dit il y avait aussi des soirées. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu plus dans les détails de la soirée qui a lieu le mercredi au Violon Dingue? Le mercredi, en fait, cette soirée, pareil, je vais commencer à t'expliquer pourquoi on l'a créée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, cette soirée, les élèves, tu vois, quand ils apprennent ces danses-là, la salsa, la bachata, on est d'accord que c'est pas complètement inné, intuitif, c'est pas hyper simple. Même si peut-être la bachata, on arrive plus vite à se mettre dedans, à choper le pas de base. On s'est rendu compte dans nos débuts
de l'école que les élèves, en allant dans les soirées, les grosses soirées, ils étaient perdus, ils étaient tout de suite décontenancés, ils se disaient mais merde, je vais jamais y arriver, il faut 5 ans de pratique avant ça. Donc on a créé ces soirées qui créent un peu le pont entre les cours, aller dans les conditions idéales, c'est-à-dire voilà, parquet, miroir, grande salle, grand espace, et on exécute la passe du prof du jour, et tu arrives en soirée, en fait tu comprends plus rien. C'est-à-dire que l'éclairage n'est pas le même, les danseurs, c'est pas ceux que tu connais, c'est pas tes préférés, la musique souvent elle est plus rapide, bref, tu piges rien. Donc tu restes au bar ou voilà. Donc là, comme il y a il y a une communauté des gens de l'école qui viennent, hein, et puis bon, bien sûr, ils sont confrontés à d'autres, cette soirée permet, si tu veux, de pratiquer ce que les élèves de l'école apprennent à l'école, donc justement. Ça, c'est la première vertu. La deuxième que j'aime beaucoup, c'est qu'ils voient comment c'est le milieu soirée. C'est-à-dire que c'est pas juste, tiens, on fait ce qu'on fait dans un autre endroit. Non, on fait ce qu'on fait dans un endroit qui est une soirée, c'est-à-dire où il y a tout un truc à côté. C'est-à-dire qu'il y a un bar, on peut boire des verres. On est confronté, les garçons sont confrontés à la notion d'inviter la partenaire. Les filles sont confrontées au fait de se faire beaucoup inviter, de se faire brancher ou de se faire pas toujours bien traités. Et les garçons sont confrontés au refus. Enfin, bref, c'est tout un terrain, si tu veux, qui est la pratique, la réalité du terrain qui est différent que la réalité des cours en conditions idéales, quoi. Ouais, en fait, à l'école, on vous apprend la théorie, Ouais. mais après, la pratique, c'est un monde différent. La Ouais. soirée avec l'ambiance, C'est ça. les gens, c'est pas ceux que tu côtoies en cours, c'est Voilà. pas ton prof. Enfin, c'est un monde à part, carrément, la C'est un soirée. monde à part. T'as pas de miroir. Puis t'as aussi le. C'est un peu comme, on peut dire, c'est un petit peu comme l'auto-école, où t'as ton coach à côté qui, dès que tu grilles un feu, puis te freine, Ouais. il t'emmène dans les endroits. Moi, je me rappelle, j'apprenais à conduire pas d'une déchetterie, tu vois, il n'y a jamais une voiture qui passait. Bon, ben voilà, là, ça n'a rien à voir. Le jour où tu arrives sur le rond-point des Champs-Élysées, les gens ils te coupent de tous les côtés. Ça, c'est la réalité des soirées. Il n'y a pas de place, par exemple. Souvent, il n'y a pas de place. Le mec qui ne sait pas danser petit, ça y est, il ne s'en sort pas en soirée, il se cogne contre les gens. Et puis, on fait beaucoup moins le malin dans les soirées parce qu'on n'a pas trop confiance en soi, on est confronté à des danseuses voilà, qu'on ne connaît pas. Donc, si tu veux, il y a aussi la confrontation dans le milieu des soirées, il y a la confrontation à la rencontre aussi. Évidemment, danser avec les filles du cours, bon, déjà c'est un petit challenge, mais on sait que déjà, on ne va pas se faire jeter méchamment. Tu vois. Bah, on sait qu'on est là pour apprendre, en fait. On sait qu'on est là pour apprendre et les deux sont un peu dans cette optique et donc il y a une bienveillance mutuelle, on pourrait dire. Alors que pour un gars, inviter une fille qu'il ne connaît pas alors qu'il est quand même encore débutant, ça reste chaud les garçons, n'est-ce pas? Donc vraiment ça c'est un challenge et puis pour les filles, bien sûr, elles ont plein de challenges aussi, hein. Les filles ont plein de stress souvent nous les garçons, on s'imagine que pour elles c'est facile, mais au contraire, elles ne se sentent pas toujours à l'aise dans ce qu'elles font, elles ne savent pas comment le mouvement, elles ne savent jamais à quelle sauce elles vont être mangées en fait avec un C'est danseur. exactement ça. Hein, voilà, elles ne savent pas ce que le gars va leur faire, donc elles doivent toujours se dire bon, ça se trouve je tombe, c'est comme la boîte de chocolat, tu ne sais pas sur qui tu tombes, et donc ça se trouve tu vas tomber sur quelqu'un qui te met vachement à l'aise, vachement en confiance. À l'inverse, les filles peuvent tomber sur quelqu'un de brutal, quelqu'un un frotteur, elles peuvent tomber sur tu vois, le gars qui leur explique tout, qui se prend pour un prof dans la soirée. Bref, il y a plein de situations un peu incommodantes pour la danseuse. Ouais, de toute façon, qu'on soit un danseur ou une danseuse, les deux ont leurs avantages et les deux ont leurs inconvénients. Être un homme ou être une femme, exactement. Voilà. Tu as dit que tu avais commencé quand tu étais très jeune. Ouais. Tu as vu la salsa quand c'était en haut de l'affiche, Ouais, tout c'est ça. au top, ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre la salsa d'avant et la salsa d'aujourd'hui? Par rapport peut-être à l'ambiance, peut-être par rapport au mouvement? Est-ce qu'il y a eu de l'évolution dans les passes, dans la mentalité des gens? De toute façon, une danse qui n'évolue pas, finalement, ça devient une danse morte, un peu, tu vois. C'est comme si on disait la Macarena, par exemple. Ouais. C'est pas que c'est une danse morte, mais je veux dire, c'est qu'il y a une choré, on l'a fait, puis bon, ça n'a pas évolué, par exemple, la Macarena, pas que je sache. Si tu veux, la salsa, elle évolue, comme c'est le cas pour le tango argentin, comme c'est le cas pour plein de danses, mais
Elle évolue effectivement pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'avant, comme il n'y avait que de la salsa, c'est-à-dire que tu raisonnais, quand on raisonnait latino, on raisonnait salsa. Ouais. On raisonnait pas zouk brésilien, pas bachata, pas kizomba, pas foro, Ça pas arrivait tout bien ce après. tralala, tu vois. Ça arrivait bien après. Donc, si tu veux, il y avait une effervescence avec cette danse-là. Qui fait que tout le monde faisait des shows, tout le monde faisait des compétitions, il y avait plein de compagnies et tout. Aujourd'hui, le gâteau est divisé au moins en 3. Salsa, bachata, kizomba. Le fait que ce soit divisé fait que, si tu veux, je dirais quand même, c'est mon avis, hein, ça peut être contesté, mais je pense que en France, à Paris, le niveau de salsa en portoricaine, il a quand même baissé. D'accord. Il y a une communauté qui a pris de l'âge, j'ai dit pris de l'âge, hein, pris de l'âge, et qui ne s'est pas assez renouvelé à mon sens. Ouais. Pour la raison suivante, c'est que si tu veux, forcément, comme c'est un peu moins la mode, faut le reconnaître, hein, faut l'accepter. Moi, je fais mon deuil de ça, voilà. Ça reste une super danse, mais on peut plus dire hein, quelqu'un qui dit ah oui la salsa ça marche bien, c'est à la mode. Des fois j'entends des gens dire ça, je dis ouais ça se voit que t'es pas dans le milieu parce que la salsa n'est plus à la mode. Tu veux, la bachata est à la mode, la kizomba est à la mode. La salsa est rentrée dans le rang d'une danse à part entière. Tu vois, voilà. Après, ça pourra revenir à la mode, comme certains jeans un peu évasés, tu vois, des années 70. Peut-être qu'il y aura à nouveau une mode comme ça. Mais c'est plus la mode, tu vois. Donc, oui, ça a évolué parce que, du coup, maintenant, si on rentre un peu plus dans les détails, quand on pense salsa, déjà, il faut bien faire le distinguo cubaine, portoricaine, tu vois. Au début, hein, des balbutiements de la salsa à Paris, je me rappelle, il y avait une grande soirée qui s'appelait on s'appelle la coupole, ou même à la Pachanga, il y avait les gens de la portoricaine et de la cubaine, enfin, c'était un bordel, mais tout était mélangé, les latinos venaient, on se prenait pas la tête à dire salle cubaine, salle porto, Ouais. tu vois ce que je veux dire? On one, on two, enfin, les gens dansaient sur la musique salsa, quoi. Tu vois, il n'y avait pas cette prise de tête. Ils te posent la Aujourd'hui, question. si t'es pas un odd two dancer, un odd one dancer ou un salsa cubaine, tu vois, il y a vraiment des clivages comme ça très nets. Donc ça, c'est une évolution. Il y a une évolution aussi, c'est que le phénomène SBK englobe plutôt la cubaine plutôt que la portoricaine. C'est-à-dire que un mec, hein, quelqu'un qui aime la portoricaine, qui aime la salsa, le mambo en fait, c'est comme ça qu'on dit en fait. Quelqu'un qui aime le mambo, il va rarement trouver son bonheur dans une soirée SBK. Ou en tout cas avec une soirée qui est nommée comme ça, quoi. Parce que le terme SBK est un terme générique qui caractérise pas un truc qui valorise beaucoup la salsa. Ou en tout cas la salsa portoricaine. Ouais. Pour moi, même dans mon esprit, SBK veut dire cubaine, bachata, kizomba. Pareil. Et je pense Faudrait que dire MBK. Hein. Je pensais à lancer cette idée, mais je pense que Mambo, bachata, kizomba. Je pense, ouais. Bah pourquoi pas? Bah, nous, on avait lancé un petit peu ce concept au début, mais en réalité, finalement, notre soirée est une soirée purement salsa bachata. Ouais. Tu vois, parce que finalement, Il n'y a pas de kizomba. non, on n'en met pas vraiment. En tout cas, pas sur notre soirée hebdo. Okay. Donc du coup, on a vu une évolution, plusieurs styles qui arrivent, un qui se démode, un autre qui arrive à la mode. Peu importe le style de danse qu'on choisit, est-ce que tu aurais un conseil pour aider les débutants à progresser rapidement? Mais même pas que les débutants, même ceux qui ont déjà un certain niveau, mais qui veulent encore progresser davantage. Alors, je reprends juste ce que tu as dit. Quand tu dis que ça se démode, c'est juste que j'aime pas le mot démodé. C'est-à-dire Ouais. qu'en gros, si tu veux, c'est moins à la mode, mais ça a un effet positif aussi. Ça a un effet positif, si tu veux, ça ne garde que les gens qui sont vraiment passionnés par cette danse-là. Les authentiques. Ouais, parce que si tu veux, souvent je fais cette analogie, regarde, ça se démode pas à New York. Ouais, Pourquoi? vrai. Parce qu'à New York, si tu veux, c'est une communauté de latinos qui a fait vivre ce truc-là. Et donc, eux, bah, c'est leur culture. Donc, ils n'hésitent pas de trouver ça démodé. Va demander à un gars de Séville si le flamenco, il trouve ça démodé. Jamais de la vie. Tu vois, les Argentins avec leur tango, c'est pareil. Parce que c'est leur cam, c'est leur truc, tu vois. Et donc, nous, on fait un peu ce qu'on nous dit, tu vois. On suit un peu la mode. Ah bon, c'est plus la mode, bah vas-y, on va faire de la quise. Voilà. Donc, bon, c'était juste pour dire ça. Donc, si je reprends la question sur comment progresser pour un débutant, c'est ça? Débutant, Un débutant? ouais. Comment progresser dans comment la progresser? danse? Bah, c'est simple. Si tu veux, je parle de la danse de couple. Hein. Oui, tout à fait. On est sur la danse de couple. Écoute, tu sais, il y a pas mal de gens déjà, par exemple, il y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'on peut prendre des cours dans une école. Moi, souvent, j'ai ça, les gens m'appellent au téléphone, ils reviennent d'Amérique latine, ils disent, punaise, j'ai envie d'apprendre salsa,
Les gens déjà ne savent même pas que les écoles existent. Il y en a, ils pensent que ça s'apprend que avant soirée, tu vois, des cours avant soirée. Donc, je dirais que c'est bien, c'est pour ça que ça permet de faire le lien avec notre soirée hebdo. Il y a pas mal de gens d'ailleurs qui connaissent notre école par notre soirée. Ils font le cours d'avant-soirée avec Kevin, hein, le prof qu'on a vu tout à l'heure. Euh, En fait, du coup, ils abordent un petit peu tout de suite, eux, ils sont tout de suite dans l'ambiance. C'est-à-dire qu'ils abordent l'apprentissage de la danse avec tout de suite le cours dans le bar, le boire des verres, etc. L'ambiance, tu vois. Maintenant, c'est clair que c'est pas suffisant pour progresser. L'école de danse, pour moi, reste la porte d'entrée numéro 1. Et bah, tu vois, je dirige une école, donc dire le contraire serait vraiment Contradictoire. contradictoire, ouais, ouais. Exactement. Donc, les cours, je trouve que c'est super pour progresser. Maintenant, si je dois donner un vrai conseil aux débutants, c'est celui-là. Retenez bien ceci, c'est de ne pas faire que des cours ou ne pas faire que des soirées, mais de faire conjointement les cours et les soirées. Et je dirais même mieux, ne pas attendre 3 mois, 6 mois ou 8 mois pour faire des soirées. Parce que souvent, c'est ce que se disent les débutants. Ouais. C'est les gens, les débutants se disent, attends, je vais attendre d'être bon pour me mettre à aller en soirée. Et ben non, il faut se dire le contraire, va en soirée et tu deviendras bon. Tu vois, En fait, il faut pratiquer. faut pratiquer et prendre des cours en même temps. Parce que si tu veux, la soirée, c'est un milieu qui te fait prendre des défauts et qui te fait prendre des bonnes habitudes. Ça fait un peu les deux, tu vois. Donc, il y a ce qu'on appelle d'ailleurs communément les danseurs de soirée. Hein, et si tu veux, la personne qui fait que des soirées, quand on la met, bim, dans une formation, enfin, parce que moi je fais pas mal de formations à côté, de danseurs un peu plus qui veulent se professionnaliser, on voit qu'il y a des petits trucs, des petites lacunes, des machins, des imperfections qu'on a laissées comme ça. Tu vois, comme un peu quelqu'un qui arrêterait ses études avant, tu sais, voilà, qui n'est pas allé plus loin que le brevet, bon, bah, souvent il va avoir des lacunes en orthographe ou il ne sait plus conjuguer tel verbe, ou voilà. Et ben là, c'est un peu la même chose. On a des petites lacunes dans sa danse. Donc, vraiment, pas lâcher le travail conjoint des cours collectifs et des soirées. D'accord. Mais pour un danseur de soirée, il n'est pas trop tard pour lui d'intégrer une école pour essayer de combler un petit peu ses connaissances. Alors, bien sûr, alors là, si cette remarque est très bonne, elle me fait penser à la chose suivante. Un des problèmes qu'on a ici en France, moi j'ai pas peur de le dire, tu vois, c'est que les danseurs de soirée arrêtent de prendre des cours trop tôt et souvent ils se disent ouais, c'est bon, en un cours, je vais rien apprendre. Et c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur parce qu'ils se disent à partir du moment où je sais mieux danser que les gens qui sont dans les cours que pourrais éventuellement prendre, eh bien, du coup, ça ne va rien m'apporter. Et je pense que c'est une erreur parce que si tu veux, c'est une stratégie qui fait qu'on se satisfait de peu de choses finalement. On se satisfait juste de ce qu'on a. C'est une situation de confort, on est installé dans ce qu'on maîtrise. Or, on sait très bien que la progression est toujours au-delà de la zone de confort. Donc, reprendre. En fait, souvent, il y avait un prof, je ne sais plus qui d'ailleurs, qui disait ça. Il disait pour que les gens progressent vraiment, ça serait intéressant une fois de temps en temps, qu'un élève avancé fasse 1 heure de cours débutant et qu'un élève débutant fasse 1 heure de cours avancé. Ah, pourquoi pas, oui. Bah oui, parce que si tu veux, l'élève avancé, dans ses automatismes, il a arrêté de se remettre en question, tu vois, à un moment donné sur quelque chose, et sur les fondamentaux. Or, un élève avancé, s'il veut, et ça c'est vraiment un discours de professionnel, un élève avancé, s'il veut progresser, il faut qu'il revisite ses bases. Tous les professionnels le font. Tu veux être meilleur dans ta danse, dans ta salsa, dans ta bachata, retravaille la qualité de ta base. Le problème des danseurs, c'est qu'ils ne savent pas quoi travailler. Tu vois, ils ne savent pas, ils se disent, ouais, mais bon, ma base, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Et ils ont besoin, il faut là un regard professionnel de quelqu'un qui va te dire tiens, ton ancrage dans le sol n'est pas assez bien, ta coordination corporelle pourrait être meilleure, ta prise de hanche, ta respiration, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, toi, tu prends encore des cours? Ben, bien sûr, hein, ouais, tous les danseurs pros que je connais prennent des cours. En salsa ou même autre danse, hein? Non, je prends plus trop. Non, cours salsa, j'en prends pas. Non, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des formations un peu partout, mais non, disons que à un certain moment, non pas que prendre des cours de salsa c'est mal, c'est juste qu'on va chercher ce qui nous manque dans un cours. Parce qu'à un certain niveau de pratique, le cours est bénéfique quand on sait pourquoi on le prend et on sait ce qu'il va nous apporter. Et donc, si tu veux, moi j'ai chopé un peu tout ce qui m'intéressait. J'ai fait la synthèse, par exemple. J'ai pris beaucoup de cours de danse classique parce que j'ai compris que pour la scène c'était essentiel, pour la posture, le maintien, plein de choses, les tours notamment. Le jazz pour travailler la rondeur,
contemporain pour avoir une espèce de fluidité dans le corps, une espèce d'ancrage au sol, une continuité de mouvement. La danse latine, les danses sportives, parce que c'est des experts en termes de connexion, en termes de projection vis-à-vis du public, d'effets scéniques. Voilà, des cours d'acrobatie, parce que pour les shows, c'est cool de mettre des acrobaties, c'est un peu comme les cerises sur le gâteau. Donc oui, je prends un peu des cours de tous ces trucs-là, d'afro-cubain, parce que c'est la racine en fait des danses caribéennes, tu vois, salsa notamment. D'accord. Et donc du coup, tu disais, faut pratiquer, faut essayer de continuer à prendre des cours continuellement pour continuer d'apprendre, parce qu'on on en apprend tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Là-dessus, on est un peu d'accord. Ouais, ça, c'est sûr. D'accord. Ouais, on est en phase. Du coup, est-ce que tu penses que c'est judicieux d'avoir une partenaire pour s'entraîner régulièrement, fixe ou pas? Mais est-ce que c'est déjà bien d'avoir une personne avec qui on peut s'entraîner régulièrement, voir des mouvements, revoir les passes qu'on a vues, essayer d'inventer de nouvelles choses? C'est génial. C'est génial. J'encourage tous les élèves à faire ça, à s'associer de temps en temps par binôme. C'est un peu l'effet qu'on retrouve dans ce qu'on propose dans l'école, c'est-à-dire les ateliers chorégraphiques. On fait un peu tout le temps. Parce que si tu veux, c'est comme si on faisait un petit peu le parallèle entre le gars qui va de fille en fille et le gars qui a une relation. Bien sûr. Tu vois, en fait, il y a une dame, je sais plus, qui disait vaut mieux aller une fois pendant 1000 ans avec quelqu'un que 1000 fois un an avec quelqu'un, quoi, tu vois. Ou plutôt, c'est plutôt en termes de jours que ça se compte. Mais disons que l'idée, c'est qu'on va plus loin avec quelqu'un avec qui on travaille en fixe. Sinon, à chaque fois que tu prends une nouvelle partenaire, bah, tu es obligé de revisiter tu vois, plein de choses, tu es obligé de te réacclimater. C'est cool, si tu veux, pour le social dancing, de changer de partenaire ou même de prendre des cours, hein, de s'adapter à la réactivité des danseuses, de corriger, d'avoir cette sensibilité propre à la danse sociale. En revanche, c'est super bien d'avoir quelqu'un pour travailler. Je veux dire, surtout la danse de couple, c'est cool de travailler seul, mais la danse de couple, faut la travailler aussi en couple. Ouais. Mais du coup, ne pas avoir de partenaire, c'est pas un frein pour s'entraîner seul? Alors non, parce que je pense que dans la question, il y a la réponse. Si le but, c'est de s'entraîner seul, effectivement, oui. Mais c'est vrai que, comment t'expliquer? Si tu veux, dans un cours de danse, on se rend compte qu'il y a des différences de niveau. Une fille qui a fait 15 ans de classique, qui arrive dans un cours de salsa, évidemment qu'elle va être meilleure qu'une fille qui n'a jamais dansé. Bien sûr. Parce qu'elle a déjà plein de trucs en elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et même en danse de couple, elle va être meilleure, même si elle n'en a jamais fait. Parce qu'elle a déjà plein de choses, elle a déjà de la fluidité dans ses ports de bras, elle maîtrise son axe, elle maîtrise son poids du corps, elle maîtrise plein de trucs. Donc il est clair que pour progresser en danse de couple, il faut progresser en danse solo. Mais qu'il faut quand même tester tout ce qu'on a travaillé sur quelqu'un, enfin, avec quelqu'un, avec un partage, avec une connexion, quoi. Un bon danseur, pour toi, quelle serait sa meilleure qualité? C'est dur. En une qualité? Ah ouais. Un bon danseur, je peux pas dire une qualité. Je peux pas. Je dirais, alors je vais quand même essayer de te faire une bonne réponse sympa. Si je te disais en un mot, je dirais, le mot qui vient, c'est la connexion. Maintenant, je vais te l'expliquer. Ça, j'ai le droit, par contre. J'ai fait un mot, hein, j'ai respecté. Non, disons qu'il ait une connexion vis-à-vis de 1, de la musique, 2, vis-à-vis de sa partenaire, 3, vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire vis-à-vis du sol. Là, on a toutes les connexions. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu as la connexion qui te permet d'avoir une coordination corporelle, donc qui fait que tes mouvements ne sont pas désynchronisés, que ce n'est pas le Bronx total dans ton corps, tu vois, c'est pas un gros fouillis. La connexion avec la partenaire, c'est essentiel pour partager quelque chose, sinon il ne se passe rien. Hein. Et puis la connexion avec la musique, parce que certains danseurs, des fois, ils se font fi de la musique et ils reproduisent des trucs. Tu leur mets Michael Jackson, c'est pas grave, ils font leur salsa, tu vois. Ouais. Donc ça, évidemment, c'est aussi un problème. Et puis le top du top, c'est la connexion effectivement émotionnelle qu'on a avec quelqu'un, parce que connexion énergétique, parce que des fois on a des énergies plus compatibles que d'autres. Hein. Ça se voit dans la danse aussi, tu vois. Ouais. Et du coup, tu disais être connecté avec la musique. Alors, est-ce que c'est mieux d'être connecté avec sa partenaire ou avec la musique? Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire les deux en même temps. Donc, sur quoi il devrait se concentrer? Est-ce que je préfère faire ma passe
et aller avec ma partenaire, ou est-ce que je préfère rester sur mes temps avec la musique? Alors ça, c'est une vraie question piège. Je vais quand même répondre. Moi, je dirais que la chose est la suivante. Normalement, en tant que prof, je dirais, il faut se connecter à la musique, le gars et la fille, pour que si l'un se connecte le garçon se connecte à la musique, la fille se connecte à la musique, bon, bah, bref, les deux Normalement, sont ils doivent... connectés. Ouais, voilà. Maintenant, donc ça, c'est un discours que je vais tenir si j'ai deux élèves, la fille et le garçon, qui me posent cette question. Je vais leur dire, bah, chacun fait son taf et ça va marcher. Maintenant, c'est vrai que moi, je pense que quand même, on est en soirée, d'accord? Je danse avec une fille qui a jamais trop dansé. Et ça arrive, hein, des fois, voilà. Bien sûr. Le timing, le on one, le on two, la bachata, elle pige pas la musique, tu vois, elle entend pas la même chose que moi, par exemple. Tu vois, ce qu'elle passe sur la rythmique. Quoi, moi, je vais la forcer à mettre en rythme, je vais lui faire toujours la mettre à cloche-pied, etc. Non. Au contraire, je vais partir de ce qu'elle sait faire et je vais la faire danser. Parce que c'est ça le boulot du danseur, c'est de faire danser la fille. Et je vais la valoriser, je vais la mettre à son avantage. Résultat, à la fin, elle va sentir, elle va dire, ah bah avec toi c'est facile la danse. Imagine l'image que je lui renvoie si je la force sans arrêt à la mettre dans un truc. Elle t'invitera plus? Et puis bon, bah, ça c'est pas grave. Hein. Parce on parle quand même d'une fille qui est jamais en rythme, donc finalement c'est pas grave. Mais si elle débute, ce que je veux dire, voilà, le but, je pense qu'il faut quand même être bienveillant dans ces danses de couple. Hein, la bienveillance, des fois, c'est ce qui manque un peu dans ce milieu-là. C'est quand même celui qui en sait le plus est censé s'adapter pour moi. Donc je dirais la partenaire avant la musique, mais dans des circonstances bien précises. Hein. On parle d'une fille qui n'a pas de timing, tu vois. Très bien, très bien. Et du coup, toi, tu continues à danser en soirée un peu ou pas du Oui, tout? bien sûr, bien sûr. Même si c'est Kevin qui s'occupe de la soirée mensuelle, hebdomadaire, je passe de temps en temps. Et puis même, on organise plein de soirées, puis je vais même aller aux soirées des autres. Ouais. Ouais, pour pratiquer du social, j'aime bien. Je suis venu là-dedans par passion, donc ça m'est resté quand même. D'accord. Et du coup, pour toi, ce serait quoi une bonne soirée? Alors, une bonne soirée, réponse courte, une bonne soirée, c'est une soirée où on n'est pas obligé de mettre son nom sur un verre en plastique. Voilà. Voilà. Pour moi, ça, c'est un truc qui, avec le temps, ça s'est mis à compter, tu vois. C'est-à-dire que quand je me suis lancé là-dedans, bah, je m'en fichais. Moi, je voulais juste pratiquer, je voulais juste danser, avoir deux bras, deux jambes à disposition pour réviser mes pas, ce que j'avais appris, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est devenu important que, bien sûr, qu'il y ait de l'espace pour danser, que le DJ soit bon, que la musique soit cool, mais le cadre, le packaging de la soirée, pour moi, est important. Le lieu est important. J'aime bien, moi. Et c'est pour ça qu'on fait une soirée dans un bar, un peu à l'ancienne. C'est-à-dire, quand je te parlais de cette période de la salsa où c'était cool, tu avais vraiment ce côté un peu latino, tu vois. On va dans une soirée, c'est pas. Faut faire un peu le lien entre les gens qui sortent en clubbing et le milieu de la danse. Faut pas qu'on n'ait pas des extraterrestres. On vient te faire danser, ok, mais fais une pause, va boire un verre. N'oublie pas que tu es dans un établissement qu'il faut faire marcher. C'est cool. Sociabilise un petit peu parce que ça fait partie de l'environnement aussi de la danse. Tu vois, on est là, on n'est pas que des gens. Parce que maintenant, on est tombé aussi dans un extrême où on danse, salut, au revoir, j'en se parle plus, il faut que danser, tu vois. Je trouve que c'est devenu une caricature extrême, inverse, tu vois. Déjà, si je me souviens bien, avant la salsa, on ne se contentait pas d'une seule danse. On les enchaînait, on en faisait 2, 3, et c'est seulement après la troisième, minimum, qu'on disait merci beaucoup, au revoir. Alors ça, je sais pas. Pour le coup, j'ai jamais entendu ça. En tout cas, c'est vrai que dans le tango, c'est comme ça. Dans le tango? Dans le tango, c'est comme ça. C'est de coutume de faire on appelle une tenda, c'est-à-dire une série de 3-4 chansons, tu vois. Sinon, et d'ailleurs, c'est pour ça que les filles refusent plus facilement les danses, parce qu'elles savent qu'elles partent pour 3 tours, tu vois. Donc, alors qu'en parlant de ça, je dirais plutôt le contraire. Hein. À partir du moment où tu commences à enchaîner 2-3 danses avec une fille, c'est suspect même, tu vois. Ah bah, aux yeux de ta copine qui est dans la soirée, si tu danses avec la même, elle peut le voir d'un mauvais œil. Ça peut être une réalité. Mais ce sera un autre sujet. Ce sera un autre sujet. Je note. Non, mais disons que c'est vrai qu'en salsa, en bachata, oui, les gens ont l'habitude, je pense, de changer assez vite de partenaire. Oui, en fait, toi, ce que tu n'aimes pas, c'est l'aspect je danse à la chaîne, je prends, je fais une espèce de performance et je passe à la suivante, en fait. Ouais, enfin, j'aime pas. C'est-à-dire que j'ai évolué, tu vois, ça fait 15 ans que je suis dans ce circuit, donc forcément, j'ai un regard, mesdames et messieurs, qui est le mien, hein, avec mon bagage, mon expérience.
Je pense que c'est comme tout, quand tu fais quelque chose à l'extrême, je suis passé par des phases où je dansais toute la journée, je répétais 4-5 heures, je suis donné 3 heures de cours le soir. Enfin, quand tu fais ça 7-8 heures par jour, tu n'as plus tu prends plus le même plaisir. Ton plaisir est différent que la personne qui découvre. Tu vois, moi, j'ai des élèves dans l'école, dès qu'il y a un crossbody ou si tu veux un pas de base à bachata à faire quelque part, ils sont là. Tu vois. Donc dans Paris, il y a une soirée, bim, ils vont dans le 95, à Ivry-sur-Seine, partout pour faire une soirée ou un festival. Moi, j'en suis plus là, si tu veux. Mon plaisir, il est autre. Je prends des fois plus de plaisir à répéter dans une salle avec une danseuse expérimentée que à danser une petite séance. Ça dépend, tu vois, mon plaisir est varié quand même. Ouais, ça dépend aussi ton objectif du moment en fait. Voilà, Peut-être qu'à l'époque c'était de progresser, de t'amuser. Aujourd'hui c'est peut-être plus de performer et puis de découvrir aussi un peu autre chose de ce que tu peux donner. Le plaisir est toujours là, mais si tu veux, il est un peu varié. C'est-à-dire que j'ai besoin de sensations différentes. Très bien. On va s'arrêter là. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu as des projets en vue là? Là, tout de suite? Ouais. Écoute, j'ai une nouvelle partenaire avec qui on va travailler certainement, donc j'espère que ça va bien se dérouler. Et puis, Donc on doit s'attendre à te voir sur scène? Mais bien sûr. Très bien. Toujours d'actualité, ça. Eh bien écoute, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Julien. Muchas gracias a ustedes.